Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Honora Zabo, ok? Je suis le leader de la communauté ivoirienne de Tezos. Et donc aujourd'hui nous allons vous faire cette petite présentation. Et au cours de cette présentation, nous allons ensemble chercher à apprendre la blockchain, ok? Tout d'abord, Tezos Côte d'Ivoire est présent sur plusieurs réseaux sociaux. Vous avez ici par exemple Tezos Côte d'Ivoire sur Facebook. Je vous invite à nous suivre sur Facebook. Nous avons également Tezos Côte d'Ivoire présent ici sur Twitter. Je vous invite également à suivre Tezos Côte d'Ivoire et puis à pouvoir prendre toutes les informations relatives à cette formidable blockchain qu'on appelle Tezos. Ok. Nous avons également Tezos Côte d'Ivoire présent sur YouTube. Et donc nous invitons à cliquer sur le bouton rouge en dessous de la vidéo, à vous abonner afin de ne rater aucune autre vidéo de toutes les formations relatives à la blockchain de Tezos que nous allons faire. Ok. Et donc nous sommes souvent sur les réseaux sociaux, on entend parler de blockchain. Il y a beaucoup de personnes qui en inbox nous approchent pour savoir qu'est-ce que c'est la blockchain c'est quoi, pourquoi la blockchain. Et nous avons décidé de faire cette présentation afin de pouvoir partager pourquoi dit-on que la blockchain est sécurisée. Et c'est ce que nous allons ensemble chercher à comprendre à travers cette vidéo. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge en dessous de la vidéo, à nous follow pour ne rater aucune autre vidéo de Tezos, ok? Tezos Côte d'Ivoire. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur Telegram et pour pouvoir poser toutes les questions relatives à Tezos. Voilà, nous sommes ouverts. La communauté Tezos Côte d'Ivoire est en train de grandir petit à petit sur Telegram pour pouvoir nous donner le maximum d'informations. Et donc les gars, venez poser toutes vos questions pour que nous puissions ensemble nous serrer le coude pour pouvoir mieux comprendre cette technologie. Ok, donc merci pour tous ceux qui vont le faire. Et puis on se revoit dans le groupe Telegram pour poser toutes les questions. Pourquoi dit-on que la blockchain est sécurisée? Pour répondre à cette question, nous avons cette petite présentation. Ok, comme je le disais, nous sommes membres de la communauté Tezos africaine. Ok, Tezos est une blockchain qui est en train d'évoluer dans tous les continents pratiquement. Et donc ici, Tezos Côte d'Ivoire est membre de la communauté ouest africaine de Tezos, qu'on appelle en abrégé TEWA. Ok, et donc cette communauté compte de magnifiques communautés qui sont dans plusieurs pays en Afrique, notamment au Cameroun, au Sénégal, au Burkina Faso, au Nigeria, au Ghana, au Kenya, en Tunisie, au Rwanda. Ok, et donc c'est le lieu d'inviter toutes les personnes qui sont dans les autres pays qui n'ont pas été cités, qui ne sont pas encore présents sur la communauté, de pouvoir se manifester afin de pouvoir partager au maximum cette formidable communauté numérique, ou du moins cette formidable blockchain avec leurs communautés respectives, pour que ceux-ci puissent construire des applications décentralisées pour leur permettre de pouvoir bénéficier des bienfaits de cette blockchain. Ok, et donc sous tout cet ensemble-là, nous en Afrique, on essaie de comprendre, on essaie de partager cette connaissance sur Tezos et nous nous efforçons à le faire de façon très soft. Ok, et donc nous sommes tous membres de Tezos que vous connaissez, qui se trouve sur CoinMarketCap, et que vous connaissez. Ok, et il faut savoir que également Tezos est présent dans plusieurs autres continents, en Amérique, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Chine, partout. Tezos, les communautés qui ont découvert le bienfait de cette blockchain là sont en train de chercher à comprendre et afin de pouvoir bénéficier des bienfaits de cette blockchain. Il faut savoir que à la base, Tezos c'est une plateforme qui permet de construire des applications décentralisées et de créer des contrats intelligents. Voilà. Et c'est la définition très simple. Et cette plateforme est en train de se construire sur une communauté numérique qui est en train de se bâtir petit à petit dans le monde entier. Ici, l'Afrique ne veut pas rester en marge de ce mouvement. Donc, nous vous invitons à nous follow Tezos Côte d'Ivoire sur Twitter. Également, si vous êtes dans ces différents pays-là, à rejoindre vos différentes communautés
pour pouvoir apprendre plus sur cette blockchain. Pourquoi dit-on que la blockchain est sécurisée? Ok? Et donc, c'est ce que nous allons chercher à comprendre ensemble à travers cette petite présentation. Pour pouvoir illustrer cela, on va prendre un exemple très simple. Ok? Moi, je suis Honora Zabo et j'ai un livre. Et dans le livre que je possède, j'écris toutes les transactions qui ont lieu dans ma vie dans ce livre. Voilà. Ça peut être des transactions liées à l'aspect financier, c'est-à-dire ça peut être des transactions financières, ça peut être par exemple le temps qu'il a fait aujourd'hui, ça peut être dans n'importe quel domaine de la vie. Aujourd'hui par exemple, mon manœuvre est aller travailler dans mon champ, voici ce qu'il a fait et je note toutes ces transactions-là dans ce livre-là. Ok? Vous savez, les gens ils comprennent très facilement ce qui a rapport avec l'argent. Voilà, donc on va beaucoup s'orienter du côté financier, du côté de l'argent. Voilà. Et donc, on prenait par exemple le cas où Honora Zabo, il a noté par exemple qu'il a remboursé 50 000 francs sur les 200 000 francs qu'il doit à son voisin. Parce que le voisin en question, lui aussi, il a un livre. Et dans son livre, il écrit toutes les transactions qui se déroulent dans sa vie. En fait, tout ce qui se passe dans sa vie, il écrit également. Bon, dans la même journée, il peut peut-être écrire dans son livre qu'il a fait, qu'il a plu. Moi, dans la même journée, j'ai écrit dans mon livre qu'il n'a pas plu. Le temps était ensoleillé. Ok? Dans mon livre, moi, j'écris par exemple que bon, la Côte d'Ivoire a joué un match contre le Cameroun et la Côte d'Ivoire a remporté ce match-là 2-0. Le voisin qui aime bien les Camerounais, que Dieu dit pardon que la Côte d'Ivoire a gagné 2-0, il dit que c'est le Cameroun qui a gagné 2-0. Ok? Et donc, nous sommes confrontés à un problème, c'est-à-dire dans les différents livres qu'on gère, on a des informations différentes. Concernant toujours le domaine financier, moi, sur les 200 000 que je lui dois, j'ai écrit que je lui ai remis 50 000. Mais lui, puisqu'il a une intention malhonnête, il dit par exemple que je lui ai simplement remis 10 000 sur les 200 000. Et donc, je reste à lui devoir 190 000. Et généralement, en ce qui concerne les transactions financières, quand vous êtes confronté, ou même quand nous sommes confrontés à un tel problème avec une tierce personne, c'est la banque qui vient intervenir. Ok? Et donc, si par exemple les 200 000 que je dois à mon voisin, je suis enlevé 50 000 et que je lui ai remis les 50 000, la transaction qui a eu lieu entre nous, cette transaction-là, absolument, elle va laisser des traces à la banque. Et donc, nous deux, nous allons nous rendre à la banque pour vérifier si effectivement je lui ai donné vraiment les 50 000 francs comme je le prétends. Et lui également, ce n'est pas 50 000 que je lui ai remis d'après lui et que c'est seulement 10 000. Et donc, nous allons vérifier tous ces éléments-là dans le livre. Et de façon classique, c'est comme ça que les transactions dans la vie courante se passent. C'est-à-dire les transactions, quel que soit le domaine, comme je l'ai dit, toutes ces transactions-là, c'est de cette manière qu'elles se passent. Si on a un problème, si on a un litige au niveau foncier, on a des instances qui sont chargées de pouvoir gérer ces litiges-là. Si on a un problème lié à la criminalité, on a des instances qui sont chargées de pouvoir gérer ces différents litiges entre nous. Et généralement, c'est la police, c'est le gouvernement qui, à travers ces structures, pour pouvoir gérer la sécurité, qui s'occupe de ces aspects. Si on a un problème un peu plus grave, on peut se rendre au niveau juridique pour arriver au tribunal, pour que le tribunal puisse trancher. Voilà. Et donc, tout ça de façon classique, c'est comme ça que les transactions se passent dans la vie courante. Mais, qu'est-ce qu'on constate dans ces deux temps? Puisque on a appris et on sait maintenant que la blockchain, c'est la définition très simple qu'on donne de la blockchain, c'est que la blockchain, c'est une nouvelle méthode, c'est une nouvelle manière de traiter d'abord les données, quelles que soient les données dont il s'agit, de les stocker et puis de les transférer. Voilà. Donc, si vous entendez parler de blockchain, la définition très simple qu'on peut donner de la blockchain, c'est cette définition-là. Traiter les données, stocker ces données-là, et puis les envoyer et les transférer. Voilà. Et donc, la blockchain traite ces données-là de façon plus sécurisée par rapport à la méthode classique qu'on connaît, qui, en tenant compte de l'exemple que nous avons donné,
sur les 200 000 que je dois à mon voisin, je dis que je lui ai remis 50 000. Lui, il dit non, que je ne lui ai pas remis 50 000, mais c'est 10 000 que je lui ai remis. Le problème qui a lieu entre moi et mon voisin, est-ce que mon voisin il est capable d'aller à la banque, de pouvoir modifier la transaction qu'il y a eu entre lui et moi au sein de la banque? Je pose la question. Vous pouvez peut-être après répondre en commentaire. Mais est-ce que vous n'avez pas déjà vu des cas où des petits malins sont restés à la maison chez eux? Ils sont rentrés dans le système de la banque. Ils sont arrivés à modifier des transactions, à écrire d'autres choses et même à voler des informations, mais à voler de l'argent de la banque, ressortir de la banque tranquillement et puis venir faire comme si de rien n'était. Ces cas-là, ils existent et il y en a plusieurs cas. Vous pouvez aller sur Internet, vous allez taper, faire des recherches pour voir si ce qu'ils sont en train de dire, ou ce que nous sommes en train de dire, c'est pas la vérité. Mais il faut dire que ces cas-là sont récurrents. Donc, le banquier qui est l'intermédiaire entre nous deux, le livre qui gère, le livre dans lequel il écrit, la possibilité que le voisin modifie les transactions dans ce livre-là, cette possibilité de modification est énorme. C'est énorme carrément. C'est pour cela souvent qu'il y a beaucoup de personnes qui se méfient. Voilà, qui se méfient des transactions qui ont eu lieu. Tu es là, tu reçois des messages, on te dit tu as tel montant sur ton compte. Après, on te donne un autre message, tu as le temps. Est-ce que ça n'a pas été modifié? Est-ce que ça a été modifié? Tu es dans le doute. Mais tout compte fait, quand tu vas aller à la banque, ce que la banque va t'expliquer, ce que le banquier va t'expliquer, tu es là, tu tournes les yeux. Il y a des choses que tu ne comprends pas, mais tu vas prendre. C'est ton argent. Si tu ne prends pas, tu es grillé. Ok? Et donc, voici un peu de façon classique comment est-ce que la banque gère les données. Et au niveau de la blockchain, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe au niveau de la blockchain jusqu'au point où ce que la banque fait, ça prend un peu avec des réserves. Mais qu'est-ce que la blockchain fait? Et donc, on avance pour dire que la blockchain vient enlever en fait cet intermédiaire qui existe entre nous. Et donc, si toi, blockchain, tu viens enlever l'intermédiaire qui existe entre nous, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on a vu dans un système classique, le système ordinaire qu'on connaît, quand je suis confronté à un problème comme ça avec mon voisin, c'est la banque qui tranche. Et donc, au niveau de la blockchain, comment est-ce que les éléments vont se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour qu'on puisse venir dire que c'est la blockchain est sécurisée, ou bien la blockchain est plus sécurisée que le système classique dans lequel nous sommes, le système classique que nous connaissons. Poursuivons. Et donc, c'est à cette question-là que nous allons ensemble chercher à répondre. À la fin, dans les commentaires, vous allez nous dire si réellement cette blockchain-là, elle est sécurisée. Allez, c'est parti les gars. Dans un premier temps, ce qui fait que la blockchain, on considère la blockchain comme étant une technologie sécurisée, c'est la décentralisation. Ça, c'est le premier élément vraiment très formidable. Et pour pouvoir expliquer cette décentralisation, nous allons prendre un exemple. Et dans cet exemple-là, nous allons prendre des habitants d'un immeuble. Et les habitants de cet immeuble-là, que de recueillir toutes les transactions de la journée dans le livre de la banque, chaque habitant de l'immeuble possède un exemplaire de ce livre, ou du moins, il possède un livre. Et dans son livre, chacun écrit les transactions qui se sont passées dans la journée. Ok? Et donc, le premier élément qui est la décentralisation fait que si le voisin qui dit qu'il a seulement reçu 10 000 francs du mois, s'il lui veut faire accepter cette transaction-là à tout le monde, il faut que cette transaction soit présente dans le livre de tous les autres voisins. Voilà. Et donc, de façon pratique, la décentralisation fait que lui, le voisin qui veut changer les données que nous avons tous vécues dans la même journée, c'est-à-dire moi je lui ai remis les 50 000, le travail qu'il a à faire, il a affaire d'abord à la décentralisation. Donc, il doit changer les transactions qui sont dans son livre. Il doit changer les transactions qui sont dans le livre dans moi-même mon livre de son voisin. Il doit changer la transaction dans le livre de tous les autres voisins de l'immeuble. Et ça, il a un certain temps pour le faire.
sur certaines blockchains, il a 5 minutes. Sur certaines autres blockchains, il a 2 minutes. Sur d'autres, il a un certain nombre de temps. Sur la blockchain de Tezos, par exemple, avec l'évolution technologique, parce que Tezos, c'est une blockchain qui est capable de s'auto-modifier. Voilà, donc régulièrement, chaque 3 mois précisément, il a des nouvelles modifications qui ont lieu pour permettre à la blockchain de pouvoir évoluer. Et donc, au niveau de la blockchain de Tezos, chaque 30 secondes, le monsieur qui veut changer la transaction doit pouvoir le faire et dans son livre, et dans mon livre, et dans le livre de tous les autres voisins. S'il ne le fait pas, automatiquement, le livre change de page. Ok? Donc, vous-même, vous constatez avec moi que le premier élément qui est la décentralisation, cet élément-là fait que le voisin est confronté à une première difficulté. Il a très chaud, le voisin. C'est-à-dire, il veut nous faire avaler le fait que moi, c'est 10 000 que je lui ai donné. Il doit modifier la transaction chez tous les autres voisins. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que on a pris un exemple imagé où on a parlé d'un immeuble. Mais les voisins en question, c'est tous ceux qui ont, comment on appelle ça, qui ont la blockchain sur leur ordinateur et qui participent à la validation des transactions dans le réseau et qui se trouvent partout dans le monde entier. Ok? Ils se trouvent en Côte d'Ivoire, il se trouve en Chine, il se trouve au Japon, il se trouve en Inde. Et le monsieur, il a 30 secondes pour modifier la transaction chez tout le monde. Bang bang. D'après vous, est-ce qu'il pourra le faire? Est-ce qu'il peut modifier la transaction? Premier élément, la décentralisation. Bang bang, le bloc. Le deuxième élément qui rend cette blockchain-là formidable, c'est ce qu'on appelle le hash. Okay? Le hash, c'est les différentes pages de ce livre-là. Et les différentes pages de ce livre, on ne se lève pas comme ça pour pouvoir écrire sur les pages de ce livre. Parce que les pages respectent une certaine logique. Okay? La première page, d'abord, elle est constituée du corps. Okay? Et donc, lorsqu'on a fini d'écrire les transactions sur le corps de la première page, on réécrit cette transaction-là en minuscule au pied de page de cette page. Pour rappel, la page est divisée en 3 parties. Elle a l'entête, le corps et puis le pied de page. Mais c'est seulement la première page qui est constituée uniquement du corps et du pied de page. Et pour qu'on puisse écrire des transactions, que ce soit des transactions financières, j'ai reçu 50 000 de mon voisin, j'ai donné 50 000 à mon voisin, j'ai envoyé 150 000 à telle personne, j'ai reçu encore 250 000 de telle personne. Toutes ces transactions-là, il y a certains principes que ce livre-là respecte. C'est-à-dire le nombre de transactions. Au niveau de la blockchain de Bitcoin, par exemple, il y a un certain nombre de transactions qu'on doit écrire. C'est la même chose dans toutes les autres blockchains. Il y a un certain nombre de transactions. Quand ce nombre de transactions-là est atteint, automatiquement, on change de page. Automatiquement. Et en changeant de page, les transactions qui ont été écrites dans la première page sont automatiquement avec une technologie cryptographique, sont résumées en dessous de la première page et automatiquement la page change. Et lorsque la page change, l'entête reçoit, le principe qui est respecté dans ce livre-là. Les pages de ce livre contiennent l'entête, le corps et puis le pied des pages. Et le monsieur, il a un certain nombre de temps pour pouvoir écrire dans ce livre. S'il n'a pas pu écrire durant ce temps-là, automatiquement la page change. Et si aussi il a dépassé le nombre de transactions, également automatiquement la page change. Voilà. Et donc c'est avec cette procédure-là que le hash fait que le monsieur, le voisin mal intentionné, il est difficile pour lui de pouvoir changer les transactions dans le livre. Le premier élément, la décentralisation. Le deuxième élément, le hash. Le monsieur, il est bloqué. On continue. Et donc, s'il n'a pas pu le faire, et puisque le temps s'écoule, on passe automatiquement à la deuxième page, qui est la page B. S'il n'a pas encore pu le faire et que le temps s'écoule, on passe à la page C, D, ainsi de suite, au fur et à mesure. Et de façon imagée, on a pris l'exemple d'un livre. Donc on suppose que comment on appelle ça, dans le livre, il y a des pages. Et c'est ce principe-là que les pages respectent. Mais au-delà de ça, il faut savoir que on parle de blockchain. C'est-à-dire que les différentes pages là
constituent ce qu'on appelle en réalité au niveau de la blockchain, on appelle des blocs. Et lorsque chaque bloc est validé, c'est en ce moment qu'on passe à un autre bloc. Que le bloc soit validé dans le temps, qu'il soit validé hors temps, lorsque le délai arrive automatiquement, on passe à une autre page. Et donc les transactions qui sont écrites dans ces différentes pages-là, sur ces différentes pages-là, si tu veux modifier une transaction, tu es obligé de modifier toute l'historique de la blockchain. Et tu as un temps pour le faire. D'abord, tu es confronté à la décentralisation. Tu as ce qu'on appelle le hash qui fait que tu as un temps pour le faire pour pouvoir changer ces transactions-là. Et si tu veux changer une transaction, je prends le cas par exemple du voisin. Nous sommes arrivés à la page E et que ce dernier veut changer les transactions de la page E. Il doit d'abord changer l'historique des transactions qui ont eu lieu dans les précédentes pages. D'abord, le A, le B, le C et le D des différentes pages, il doit les changer. Il doit les changer dans l'entête, dans le pied de page, dans l'entête, dans le pied de page, dans l'entête, dans le pied de page. Parce que c'est le B qu'il veut changer. Donc, il doit changer le B partout. Et en voulant le faire, il a un temps précis pour le faire. S'il ne le fait pas, automatiquement la page change et la blockchain continue d'évoluer. C'est pour ça que quand une blockchain est lancée, quand ce qu'on appelle le mainnet, c'est-à-dire que le réseau principal est lancé et que la blockchain a commencé à évoluer, il est très difficile de pouvoir changer les transactions sur cette blockchain. Ok? Et donc, vous voyez que le voisin, il est confronté à tous les problèmes. La décentralisation d'abord, le hash, et il y a un troisième élément qui fait que les créateurs de cette technologie blockchain, à savoir Satoshi Nakamoto, ont voulu mettre en place une technologie pour pouvoir décourager toute velléité de tentatives de fraude sur ces différents réseaux. Ok? Il y a d'autres techniques peut-être qu'on peut utiliser pour frauder, mais pour pouvoir changer les transactions de cette manière, c'est impossible. C'est ce qui rend les blockchains robustes. Depuis que la blockchain de Bitcoin a été créée en 2008, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les bugs et les transformations, les modifications des transactions sur la blockchain et dans les blocs, franchement dit, ceux qui ont déjà eu ce genre d'informations, de modifications liées à des modifications de transactions dans le code ou bien dans les blocs, les gars, en commentaire, mettez-nous les références, ok? Parce que je prends par exemple le cas de la blockchain de Tezos. Depuis 2018 où le réseau a été lancé, le réseau a commencé à fonctionner très facilement, très lentement et très sûrement. Ces informations de modification des transactions dans la blockchain de Tezos, il n'y a jusqu'à présent aucune tentative, aucune possibilité de modification de toutes les transactions qui sont effectuées. Ok? Et donc, ça rend la technologie sûre, ça rend la technologie fiable. Et à ça vient s'ajouter un troisième élément qu'on appelle le consensus. Et donc, ce troisième élément dans le consensus fait que les validateurs qui se trouvent dans les différents réseaux, comme par exemple le réseau de Tezos, ils ont la possibilité de valider les transactions à certaines conditions et tout le monde doit être d'accord sur ces conditions. Au niveau de Tezos, par exemple, il faut avoir 8000 Tezos dans son portefeuille et mettre ces 8000 Tezos à la disposition du réseau pour s'engager qu'on va valider les transactions de façon honnête. Si on le fait de façon malhonnête, on peut perdre son argent. Ça, c'est le premier élément. Au niveau de l'exemple que nous étions en train de prendre, moi, je devais, comment on appelle, 200 000 à mon voisin. Je lui ai remis 50 000. Avant de lui donner les 50 000, pour que tous ceux qui sont mes autres voisins, pour qu'ils puissent valider cette transaction-là, je sors les 50 000, tout le monde voit les 50 000. Il y en a même qui viennent toucher les 50 000, voir effectivement si ce sont des billets réels. Après avoir constaté tout ça, et ils sont d'accord maintenant, ils acceptent que c'est 50 000 que j'ai donné à mon voisin. En ce moment, de façon instantanée, de façon collective, chacun écrit la transaction dans le livre. Chacun est d'accord, on a le consensus et puis on écrit maintenant la transaction dans le livre. Donc, le consensus fait qu'on ne peut pas écrire les transactions comme ça, à tort et à travers. N'importe qui va venir écrire les transactions dans le réseau. Et donc, ces trois éléments-là, la décentralisation, le hash,
le consensus, font que la technologie de la blockchain nous montre vraiment une nouvelle technologie qu'il faut suivre, qu'il faut cultiver, parce que désormais, les applications que nous allons concevoir, les données qui sont dans ces applications-là seront des données qui ne peuvent pas être manipulées à tort et à travers. On ne peut pas les manipuler à tort et à travers. Je prends un exemple. Nous avons décidé, par exemple, dans un pays ou dans une ville, de pouvoir héberger les transactions qui sont liées à la vente de nos terrains sur une blockchain. Ok? Et donc, sur cette blockchain-là, avant de pouvoir écrire, par exemple, qu'on a vendu un terrain à quelqu'un, tout le monde a les informations sur le terrain, l'historique de ce terrain, la véracité de l'existence de ce terrain, la véracité des documents qui sont liés à ce terrain-là. Tout est vérifié par des validateurs qui sont dans le réseau. Et quand c'est effectif que ce terrain appartient réellement à quelqu'un, il appartient réellement à Y, en ce moment, le terrain, lorsqu'il est vendu et que c'est inscrit dans la blockchain que X a payé le terrain, c'est fini. On ne peut plus jamais revendre le terrain à quelqu'un d'autre. Parce que lorsque tu veux revendre le terrain à quelqu'un d'autre, et lorsqu'on veut vérifier l'historique d'existence de ce terrain-là sur la blockchain, automatiquement, on sait que quelqu'un d'autre a déjà payé le terrain, on ne peut plus le vendre à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est révolutionnaire. Des résultats des élections qui ont lieu dans un pays et tous ces éléments-là sur une blockchain, les amis, la blockchain de Tezos, c'est l'une des meilleures. Elle nous donne la possibilité de pouvoir exploiter ces différentes possibilités-là. Parce que les trois éléments que nous avons cités, c'est présent dans toutes les autres blockchains, mais la blockchain de Tezos a des particularités, et ces particularités-là font que, d'abord, le premier élément, la première particularité au niveau de la blockchain de Tezos, c'est l'amélioration du protocole. Au niveau de la blockchain de Tezos, par exemple, le protocole de Tezos sur lequel fonctionne la blockchain a la possibilité de se mettre à jour de façon automatique à travers un consensus démocratique. Ce qui fait que les validateurs, ceux qui valident les transactions, qu'ils sont imagés par les voisins, tous ceux-là, avant qu'on ne fasse évoluer les règles de fonctionnement de la blockchain, on le fait de façon démocratique. Et les résultats qui sortent de ces élections démocratiques automatiques, qui ne sont pas modifiés par l'homme, ces résultats-là sont acceptés par tous. Donc, les concepteurs de Tezos ont fait que la blockchain de Tezos a la possibilité de se mettre à jour de façon automatique à travers un processus véritablement démocratique. Ce qui permet qu'on évite ce qu'on appelle les hard forks. Je prends par exemple le cas du Bitcoin. En 2017, le Bitcoin est en train de monter, à toucher les 20 000 $. Mais arrivé à un certain moment, les validateurs dans le réseau ne se sont pas entendus. Et ce qui a fait qu'ils ont été obligés de scinder le Bitcoin. C'est pour ça que quand vous arrivez sur CoinMarketCap, vous allez voir le Bitcoin lui-même qui est là. Vous allez voir encore il y a le Bitcoin Cash, le Bitcoin Satoshi Vision et tous ces autres Bitcoins là. C'est partie de cet élément-là qui est l'amélioration du protocole. Lorsque les acteurs du protocole ne s'entendent pas, généralement ils procèdent à ce qu'on appelle les hard forks pour scinder la chaîne en deux. Ok, voilà. Au niveau de Tezos, la technologie utilisée pour améliorer le protocole fait qu'il est impossible de faire ce qu'on appelle les hard forks. Ça, c'est un grand pas et c'est l'une des seules blockchains qui a réussi à surmonter cet élément au niveau de l'amélioration du protocole. Le deuxième élément, c'est le système de validation. Le système de validation au niveau de Tezos, c'est ce qu'on appelle le POS, le Proof of Stake. Ok, c'est simple. Moi, j'ai des Tezos. Je mets mes Tezos à la disposition du réseau pour la validation des transactions. Ce qui fait qu'on consomme moins d'énergie. C'est pour ça que dans cette vidéo, vous allez voir que la blockchain de Tezos est considérée comme une blockchain bio. Voilà. Une blockchain bio. Moins de consommation d'énergie, ce qui est un peu différent des autres blockchains comme par exemple Ethereum ou même comme Bitcoin, où là-bas la consommation d'énergie est plus énorme parce que la validation des transactions nécessite un travail rude des machines, des ordinateurs. Il faut des ordinateurs très 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 puissants. Ok, voilà. Parce que eux, ils fonctionnent au système qu'on appelle le Proof of Work. Le troisième élément au niveau de la blockchain de Tezos, c'est la vérification formelle.
Les contrats intelligents, par exemple, qui sont écrits sur la blockchain de Tezos, sont des contrats intelligents qu'on peut vérifier à travers une procédure qu'on appelle la vérification formelle. Cette vérification formelle, elle est simple. Elle donne la possibilité à tous ceux qui conçoivent des applications sur Tezos, à tous ceux qui écrivent les contrats intelligents sur Tezos, avant de mettre à la disposition du grand public les contrats intelligents ou même les applications qu'ils ont conçues, à pouvoir les tester, avoir leur fiabilité avant de pouvoir les mettre à la disposition du grand public. Ça évite la perte des fonds. Parce que quand il y a des gros sous qui doivent être manipulés sur une blockchain, s'il y a ce qu'on appelle la vérification formelle dans les contrats qui sont écrits au niveau de la blockchain, les gars sont sauvés. Et c'est ce que Tezos fait avec une grande aisance. Ok? Merci vraiment à tous ceux qui ont suivi cette petite présentation. Je vous invite à suivre Tezos Côte d'Ivoire sur Twitter, Tezos Côte d'Ivoire sur Facebook et à nous rejoindre dans le groupe Telegram. Et surtout, n'oubliez pas aussi de vous abonner afin de ne rater aucune autre vidéo de Tezos Côte d'Ivoire. Parce que nous allons ensemble, petit à petit, apprendre à comprendre Tezos. Nous avons déjà d'autres vidéos que vous pouvez retrouver sur notre chaîne. Nous invitons à aller les suivre pour comprendre étape par étape comment acheter des Tezos avec Ejara, comment constituer un jeton de pool de liquidité. Toutes ces vidéos-là, vous les avez sur la chaîne Tezos Côte d'Ivoire. Vive l'Afrique, vive Tezos en Afrique.